Mesdames les présidentes et anciennes présidentes de la Commission Liberté et Droits de l'Homme du Conseil national des barreaux, Monsieur le directeur de l'Institut des droits de l'homme et de la paix, Madame la professeure, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national des barreaux, chers confrères, chers élèves avocats, chers étudiants, chers amis, chers vous tous. C'est un honneur et un réel plaisir d'introduire ce cycle de webinaires sur les instruments internationaux de protection des droits de l'homme organisé à l'occasion de la Semaine de la francophonie qui célèbre la culture, les valeurs et le socle commun partagé par près de 280 millions de personnes dans le monde à travers l'usage de la merveilleuse langue française. Ces webinaires, et nous en sommes tous satisfaits, sont le résultat d'un partenariat déjà fructueux entre le Conseil national des barreaux et l'Institut international des droits de l'homme et de la paix, dont je salue le directeur, Monsieur Jonas Baucher. Riche d'une collaboration de plusieurs années, ce partenariat a donné lieu à la publication l'an dernier, à l'automne, d'un vade-mecum sur le droit international des droits de l'homme. Et le cycle de webinaires que nous proposons cette semaine, que le CNB propose cette semaine, complète utilement cette publication en l'enrichissant d'exemples concrets de mise en œuvre des instruments internationaux de protection. Ce travail de compilation, d'explication et aujourd'hui de formation doit permettre aux avocats, aux élèves avocats et à tous les étudiants en droit francophone de mieux appréhender les instruments internationaux et régionaux des droits de l'homme et les stratégies contentieuses à déployer dans la défense des libertés fondamentales. Cette œuvre de diffusion est primordiale pour assurer les prééminences du droit et en tant qu'avocats ou futurs avocats, il nous incombe la responsabilité d'être vigie des libertés, passeurs de droit, j'aime ces expressions que j'emploie souvent. Par notre pratique quotidienne, nous faisons en sorte que les plus beaux principes solennellement déclarés par les textes à portée universelle trouvent une traduction concrète et une effectivité. Les droits de l'homme, nous le pensons tous autour de cette table, les droits de l'homme ne sont jamais fragilisés d'être trop invoqués, bien au contraire. Mais il faut les invoquer de manière utile. Les occasions de créer du commun sont malheureusement devenues trop rares et ce que nous faisons ce soir, et me semble-t-il, est particulièrement important. Et en attendant de nous retrouver tous physiquement, ce cycle de formation est également l'occasion de rappeler notre socle de valeurs partagées, cimenté par notre langue commune, notre culture, oserais-je dire, et notre langue, le français. Je tiens ici à remercier personnellement l'ensemble des contributeurs à ce vade-mecum, et en particulier Madame Françoise Matt et Madame Catherine Amélie Chassin qui nous présenteront ce soir le système universel de protection. Je suis très heureux aussi que vous m'ayez invité les uns et les autres à ouvrir ces débats passionnants. J'y vois une forme de reconnaissance envers l'institution que je préside et puis je le dis aussi envers moi qui essaie de m'intéresser à tous ces sujets comme à tant d'autres. Un second webinaire se tiendra jeudi soir et traitera des systèmes régionaux de protection. Là, pour tout vous dire, j'essaierai vraiment d'y participer dans sa totalité parce que j'ai besoin d'y voir plus clair pour ma part. Je remercie aussi Madame Béatrice Voss, ancienne présidente de la commission LDH du Conseil national des barreaux et initiatrice de ce projet de vade-mecum, ainsi que Madame Laurence Roch, actuelle et bouillonnante présidente de la même commission qui a permis l'organisation de ce webinaire. Merci encore à tous, merci aux permanents et juristes du Conseil national des barreaux qui nous aident dans ce travail. Je ne cesse de les remercier parce qu'ils sont un appui, un soutien et je nous souhaite à tous de bons travaux. Je vois que nous sommes déjà de nombreux participants. Je vous souhaite un bon début de soirée, studieux, intéressant, passionnant pour tous les sujets qui sont au fond de notre cœur à nous autres avocats amateurs de la langue française. Et je laisse la parole à Laurence Roch, peut-être.
Merci, Monsieur le Président. Donc, en effet, je rejoins votre expression de passeur de droit. Je suis très émue qu'on puisse aujourd'hui faire vivre finalement à la fois ce vade-mecum et puis l'arme du droit que peut être finalement le droit international, dont on connaît souvent la Convention européenne des droits de l'homme, mais peu les autres systèmes. Et c'est ça qui nous a finalement préoccupés pour organiser ces deux webinaires. Alors, on est assez nombreux aujourd'hui. Je crois qu'a priori, le webinaire est complet et ça veut donc dire qu'il y a une demande et une attente et j'en suis ravie. Comme on n'a qu'une heure et demie, je vais tout de suite donner la parole à Monsieur Jonas Baucher pour présenter l'universalité des droits de l'homme, qui est donc directeur de l'Institut international des droits de l'homme et de la paix. Et je voulais juste dire que les questions pourront être posées dans le chat et qu'à la fin des interventions, nous aurons donc une discussion évidemment extrêmement vivante avec toutes les questions que vous aurez pu poser et qu'on va essayer de retenir pour que comment dire, ce webinaire ce soit le plus pratico-pratique quant à la stratégie et l'utilisation de ces outils. Donc, je donne tout de suite la parole à Monsieur Baucher. Chère Laurence, merci beaucoup. Je profite des quelques minutes qui me sont données et je sais que le temps est compté pour remercier évidemment Monsieur le Président Gavaudan pour ses mots d'introduction et la confiance qu'il donne à l'Institut international des droits de l'homme et de la paix que j'ai la chance de diriger pour mettre en œuvre et pour participer à ce webinaire. Effectivement, ce projet de Vademecum, c'était un projet qu'on nourrit et qu'on mène depuis plus d'un an maintenant. C'est un projet qui est né dans les contreforts de Nouakchott à l'occasion d'un concours international de plaidoirie que l'Institut organise en Mauritanie avec le soutien et en partenariat avec le Conseil national des barreaux. Donc voilà, ce projet, il a du sens pour nous. On y met beaucoup de cœur, on y a mis beaucoup de cœur, mais tout cela, on n'aurait pas pu le faire évidemment sans toute l'équipe du Conseil national des barreaux et sans tous les contributeurs qu'on a un petit peu martyrisé sur l'année passée. En tout cas, on m'a demandé de faire ce petit mot d'introduction sur l'universalité. Je crois que ça a tout son sens lorsqu'on voit des avocats qui viennent du Cameroun, par exemple. Je vois ça dans le chat. J'ai vu également d'autres nationalités passées. Ça a du sens également lorsqu'on se rappelle l'histoire, encore une fois, de la création de ce Vademecum, avec cette création qui remonte à la Mauritanie. L'universalité des droits de l'homme, c'est un des principes matriciels de la théorie des droits de l'homme, au même titre que le principe de l'interdépendance, que le principe de l'inaliénabilité des droits de l'homme ou le principe de l'indivisibilité de ces droits. Pardon. Mais l'universalité, elle revêt une importance particulière. Les Nations Unies et puis d'autres organisations internationales considèrent d'ailleurs que c'est la pierre angulaire du système de protection des droits de l'homme et du système de protection universelle et internationale des droits de l'homme. Et donc, il nous a semblé à ce titre important d'y passer quelques minutes. L'universalité des droits de l'homme, c'est quoi? Eh bien, c'est partir de l'idée que parce qu'être humain, parce que nous sommes des êtres dotés de raison, nous sommes titulaires de droits qui nous permettent de vivre librement et dignement. Ces droits, ils sont inhérents à notre personne, peu importe qu'on se trouve en France, en Chine ou dans un autre pays du monde. Et c'est justement parce qu'ils appartiennent et qu'ils sont inhérents à notre personne que les États du monde, quel que soit leur système politique, religieux, économique, quelles que soient leurs croyances culturelles, leurs traditions, ont pour objectif de favoriser l'implantation, la protection et la défense de ces droits. Alors évidemment, ce principe d'universalité des droits de l'homme, il a été soumis à de fortes critiques au cours des décennies passées et toujours aujourd'hui, il est souvent attaqué. D'aucuns considèrent par exemple que c'est une vision occidentale des droits et que c'est un principe qui permet d'imposer des droits qui sont voulus par l'Occident. Il est vrai que au moment de la création, il y a eu au moment de l'écriture, plus exactement de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a eu une vraie opposition entre différents États qui étaient membres de l'Assemblée générale et qui avaient des visions différentes de ces droits. Il n'empêche que la Déclaration universelle des droits de l'homme, malgré ses oppositions, malgré ses divergences, a
rappeler avec force que ce principe demeurait la pierre angulaire du système de protection des droits de l'homme. Il a aussi été quelque part victime de critiques lorsque, au moment de la décolonisation, au moment de l'effondrement du bloc soviétique, des États ont émergé et ont considéré que les droits tels qu'ils ressortaient de la Déclaration universelle des droits de l'homme ou d'autres textes des Nations unies pouvaient rencontrer des difficultés d'application par rapport à des traditions, à des cultures. On parle souvent de relativisme culturel dans ces conditions. Effectivement, l'universalité peut poser des questions sur ces points-là, mais d'un autre côté, l'universalité permet également d'avoir cette application qui est commune à tous les hommes. Et puis, cette théorie, par exemple, du relativisme culturel, elle a permis de faire évoluer un petit peu ce principe de l'universalité. La conférence de Vienne de 1993 qui a été organisée par les Nations Unies, par exemple, pour répondre justement à ces contestations du principe de l'universalité, rappelait que les droits de l'homme et leur universalité constituent la pierre angulaire du système de protection des droits de l'homme, je le répète encore une fois, mais que ces droits doivent aussi être interprétés en fonction des particularismes régionaux. Et on a vu apparaître, par exemple, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, que je sais que certains maîtrisent parfaitement parmi les participants présents, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, elle a souligné justement cet apport que pouvait constituer le pluralisme et la prise en compte des particularités et des particularismes régionaux dans l'interprétation des droits. Malheureusement, je vais pas pouvoir aller plus loin parce que j'ai déjà dépassé le temps qui m'était imparti et je suis parfaitement conscient que 5 minutes pour parler de l'universalité des droits de l'homme, c'est bien court. Mais je reste à votre disposition pour répondre à vos questions que vous pouvez transmettre par le chat et je transmets tout de suite la parole à Laurence. Mais merci Jonas, enfin Monsieur Bauchet, on s'appelle entre nous Jonas. Mais en effet, dans le chat, je pense qu'ensuite on pourra avoir une discussion intéressante et revenir sur l'universalité des droits de l'homme. Alors, je donne tout de suite la parole à Catherine Amélie Chassin, qui est donc maître de conférence à l'université de Caen, peut-être pour nous planter un peu le décor des mécanismes internationaux de protection des droits internationaux des droits de l'homme, pour qu'ensuite, évidemment, avec ma consoeur Françoise Matte, on passe ensuite sur un plan pratico-pratique de stratégie, peut-être de l'utilisation des conventions et des outils. Donc, je donne la parole à Madame Chassin. Merci beaucoup d'avoir organisé ce webinaire. Merci beaucoup de me donner la parole. 30 minutes pour vous parler des mécanismes internationaux des droits de l'homme, c'est évidemment à peu près 100 fois trop peu. Je vais donc pas du tout reprendre le vadémécum que vous avez en version PDF et qui existe en version papier et que je vous invite tous à aller lire pour approfondir. Juste peut-être pour recadrer les choses, remettre les choses un petit peu dans le contexte parce qu'on a tous fait du droit. Pour certains d'entre nous, on est tout juste sortis des bancs de l'université. D'autres, parmi nous, sont peut-être sortis un peu plus longtemps de l'université, ce qui ne nous empêche pas d'être juriste malgré tout, évidemment. Mais donc peut-être recadrer les choses de façon aussi simple que possible. La première chose à dire, c'est peut-être la chose la plus évidente, c'est que les droits de l'homme qui appartiennent à tous les êtres humains parce qu'ils sont êtres humains, ils sont d'abord de la compétence de l'État. C'est-à-dire qu'il appartient d'abord à l'État de protéger les droits de ses propres ressortissants. Ce pourrait être le point de départ, et c'est le point de départ que vous connaissez en tant qu'avocat tous les jours, puisque justement, vous êtes là pour défendre ces droits devant le fort interne. Donc, jusque-là, vous me direz, j'ai bien fait de venir, j'apprends pas grand-chose. L'idée, en réalité, c'est de voir comment, lorsqu'il y a une défaillance systémique, lorsque l'ordre juridique ne permet pas de garantir ces droits fondamentaux, comment le droit international peut offrir un certain nombre de ressources. Alors, entendons-nous bien, les mécanismes internationaux qui existent et sur lesquels on va revenir et que Françoise, dans un instant, va approfondir dans la pratique, ces mécanismes ne sont pas un 2e, 3e, 4e, 5e degré de juridiction, bien évidemment, mais il s'agit ici d'avoir en quelque sorte du biscuit, si vous me permettez cette expression fort peu juridique, c'est-à-dire effectivement de pouvoir démontrer la défaillance de l'ordre juridique interne. Non pas du juge, mais vraiment de l'ordre juridique interne.
Le réflexe habituel, c'est dans ces cas-là de se tourner vers la CEDH, parce qu'effectivement, quand on est européen et qu'on pense droits de l'homme, on pense CEDH. Alors, on reviendra sur la CEDH évidemment jeudi prochain, mais j'aurais tendance à vous dire, et c'est ce qui va nous retenir aujourd'hui, il n'y a pas que la CEDH. Les droits de l'homme peuvent être défendus par d'autres moyens. D'abord, peut-être, pour clarifier, je vous renvoie sur l'une des fiches qu'avait rédigée Françoise Matt. D'abord, sachons-le, quand on parle de protection des droits de l'homme, on ne parle pas exclusivement des grandes conventions sur les droits de l'homme. Je vais vous en parler dans un instant, évidemment, mais on ne parle pas que d'elles. Vous avez les 9 grandes conventions des Nations Unies sur les droits de l'homme, c'est vrai, je ne vais pas vous dire le contraire, c'est même l'essentiel. Vous avez également le Conseil des droits de l'homme, on va voir qu'il sert peu, mais enfin il pourrait servir. Vous avez également toutes les juridictions, tous les textes qui s'appliquent en matière de droit humanitaire. Je prends un exemple très concret. On en a parlé dans la presse, vous l'avez peut-être suivi si vous travaillez sur ces questions-là, mais lorsque vous avez eu une évolution jurisprudentielle de la Cour nationale du droit d'asile en grande formation en novembre dernier, s'agissant de la situation des réfugiés ou des personnes qui demandaient le statut de réfugié en Afghanistan, on a appliqué du droit humanitaire. Donc, il a fallu effectivement partir sur le champ du droit humanitaire. Vous allez avoir également un champ très important en matière de droit international pénal. Alors, on pense à la Cour pénale internationale, mais il n'y a pas que la Cour pénale internationale dans la vie. Vous avez beaucoup, effectivement, de textes, à commencer par la Grande Convention de 48 contre le génocide, qui vont s'appliquer. Et tout ceci va être conjugué, harmonisé par un liant. Et ce liant, ce sont les règles qu'on a tous appris quand on était en 3e année, les règles du droit international général qui vont effectivement permettre de savoir ce dont il retourne. Alors, on va voir tout ceci effectivement en quelques minutes. Je n'ai pas lancé mon chronomètre, donc ça y est, ça commence mal. Il doit en rester peut-être 25 minutes, ça commence très très mal, excusez-moi. On va commencer peut-être par écarter l'une des ressources du droit international qui existe, que je vous mentionne, mais qui, pour l'avocat, ne présente peut-être pas un très grand intérêt, c'est la question du Conseil des Nations Unies des droits de l'homme. Le Conseil des Nations Unies des droits de l'homme est appréhendé classiquement comme étant un organe interétatique. Et c'est vrai, on ne va pas se mentir, 47 États siègent dans ce Conseil des droits de l'homme, qui sont élus par l'Assemblée générale des Nations Unies. Le système de l'examen périodique universel, c'est un système qui est avant tout un système interétatique. Ce Conseil, malgré tout, va avoir un intérêt pour l'avocat. D'abord parce que, à travers les examens périodiques universels, à travers également les mandats thématiques et les rapporteurs spéciaux que désigne le Conseil, on va pouvoir avoir des sources d'informations extrêmement précieuses sur d'autres États, voire parfois sur son propre État d'ailleurs. Donc c'est une source d'information extrêmement précieuse. Et puis surtout, c'est assez peu connu, pas très intéressant, mais je vous le mentionne malgré tout, il y a la possibilité de saisir le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies par le biais de communications individuelles. Alors, ce n'est pas du tout un recours juridictionnel, entendons-nous bien, et ce n'est pas les 47 États membres qui vont effectivement traiter l'affaire de M. Dupont ou de M. Durand. Mais matériellement, par le biais des communications individuelles, on peut saisir le Conseil des droits de l'homme qui va désigner un groupe de travail des communications qui est composé de 5 experts internationaux et ce groupe de travail, en fait, va traiter la communication. Alors, tout ceci est très confidentiel, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de publication, les communications sont confidentielles, les décisions sont confidentielles, effectivement, elles aussi. Donc, si vous avez un client qui veut absolument repérer toutes les caméras et passer à la télévision, bon, ben, c'est pas le bon moyen, hein, évidemment. Mais, en revanche, c'est un très bon moyen pour faire pression sur l'État et lui démontrer effectivement qu'il y a un problème systémique et qu'il va falloir adopter des réformes législatives parce que le système ne fonctionne pas. On ne va pas se mentir, ce n'est pas le mécanisme qui est le plus utilisé. Hein. Les communications individuelles devant le Conseil des droits de l'homme, ce n'est pas ce qui est le plus fréquent. Mais il faut savoir que ça existe. En revanche, ce qui est peut-être moins anecdotique, avec tout le respect que l'on doit avoir pour ces experts internationaux, ce qui est sans doute moins anecdotique et beaucoup plus parlant, c'est effectivement le cœur du droit international des droits de l'homme, c'est-à-dire le respect des droits de l'homme tel qu'il est garanti, enfin en tout cas la garantie des droits de l'homme tel qu'il est mis en place par ce qu'on appelle les 9 grandes conventions, puisque les Nations Unies ont adopté 9 conventions internationales relatives aux droits de l'homme. La première a été adoptée en 1965 sur l'élimination des discriminations raciales. Le tout dernier arrêt de la Cour internationale de justice portait sur cette convention. Donc, convention effectivement en 65
sur l'élimination des discriminations raciales. Et les deux dernières conventions, ce sont des conventions qui ont été adoptées en 2006. L'une sur les personnes en situation de handicap et l'autre sur les personnes disparues. Entre les deux, entre ces deux dates, entre 65 et 2006, vous avez toutes les autres conventions. Je vous renvoie sur le Vademecum, effectivement, pour en avoir la liste. Vous avez évidemment le Pacte des droits civils et politiques, qui est extrêmement connu, le PIDCP. Vous avez le Pacte international des droits économiques et sociaux et culturels, qui est adopté le même jour. Vous avez la Convention sur l'élimination des discriminations envers les femmes. Vous avez la Convention contre la torture. Vous avez la Convention sur les droits de l'enfant, qui est la convention la plus ratifiée au monde. Vous avez également une convention, alors que la France n'a pas ratifiée, mais comme quasiment tous les États occidentaux, c'est la seule convention que la France n'a pas ratifiée, qui est effectivement la convention sur les travailleurs migrants, une convention de 90 qui, sauf erreur de ma part, ne compte encore aujourd'hui que 56 États parties. Il s'agit de traités. Ces 9 conventions, ce sont des traités internationaux. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que l'on veut invoquer ce traité, il va falloir aller vérifier, qu'il a été ratifié. Vous avez le recueil des traités des Nations Unies qui est en ligne et qui est pour cela extrêmest précieux. Est-ce que le traité a été ratifié? 2, y a-t-il des réserves sur le traité? Est-ce que l'État dans lequel je plaide a et ou non émis des réserves? On sait qu'on peut émettre des réserves sur certains aspects de certains traités. Pardon. 3, est-ce qu'il y a des protocoles additionnels? Est-ce que ces protocoles ont été ou non ratifiés? Tout simplement parce que ça ne sert absolument à rien d'aller plaider un texte qui est inapplicable. Vous êtes avocat en France, ça ne sert à rien d'aller chercher la Convention de 90 sur les travailleurs migrants. Elle n'est pas applicable, elle n'a pas été ratifiée. Je mentionne au passage, parce que c'est un arrêt que j'ai trouvé cet après-midi et qui m'a un petit peu traumatisé, je mentionne au passage, je rappelle plus exactement, que la Déclaration universelle des droits de l'homme, que tout le monde cite, 10 décembre 1948, magnifique texte, je ne dis pas du tout le contraire, c'est un texte extrêmement précieux, mais la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est une déclaration, c'est-à-dire que plus précisément et juridiquement parlant, c'est une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies. En tant que résolution de l'Assemblée générale, elle ne crée absolument aucune espèce d'obligation. Si vous voulez avoir les droits, il ne faut pas aller chercher l'article 5 de la DUDH contre la torture. Il faut aller chercher la Convention de 84 contre la torture ou bien l'article tant du PIDCP, de la CEDH, de la Charte africaine des droits de l'homme, de ce que vous voulez. Mais il va falloir aller plaider un traité, pas la DUDH. La DUDH n'est pas un traité. Alors certaines de ces dispositions peuvent être considérées comme ayant effectivement une nature coutumière. Là, on va rentrer dans des débats juridiques qui sont peut-être pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui, sur lesquels je ne vais pas m'appesantir ici, mais la DUDH en tant que telle, ça sert à rien de la plaider. Et je le cite parce que vous avez encore certains parmi vos confrères qui plaident la DUDH, mais ça sert à rien. Il y a un arrêt notamment qui a été rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 2 décembre 2020, où l'avocat, que je ne citerai pas, de toute façon c'est monsieur, tout est anonymisé, l'avocat plaide, c'était sur la présomption d'innocence, il plaide l'article 6 de la CEDH, c'est même une très bonne idée, oui, et il plaide aussi l'article 11 de la DUDH. Sauf que l'article 11 de la DUDH, non, ça sert à rien, il n'est pas opposable. Donc, l'article 6, oui, mais l'article 11 de la DUDH, non. Le Conseil d'État va dans le même sens, puisque vous avez une jurisprudence depuis 84 qui est assez classique, où le Conseil d'État vous rappelle que la DUDH, n'étant qu'une résolution de l'Assemblée générale, elle n'est pas opposable. Je viens de taper sur les avocats, j'en suis désolée, parce que vous êtes très majoritairement des avocats ici qui assistaient à ce webinaire. Je vais taper sur le Conseil d'État, puisque le Conseil d'État, effectivement, dans ce magnifique arrêt du 11 février 2021, nous dit « La DUDH n'est pas invocable en l'espèce parce qu'elle n'a pas été ratifiée. Elle ne peut pas être ratifiée. Ce n'est pas un traité, donc ça sert absolument à rien. » Donc, l'essentiel ici, c'est de s'assurer que le texte que l'on va plaider garantit bien le droit que vous voulez invoquer, évidemment, ça ne peut pas faire, mais surtout qu'il a été ratifié. Est-ce que l'État dans lequel vous plaidez a bien ratifié le texte que vous êtes en train d'invoquer? La France, je vous le disais, a ratifié 8 des 9 traités, donc en général, elle a été un peu à la traîne, mais parfois elle a même anticipé, elle a même réussi parfois à ratifier avant l'entrée en vigueur, mais effectivement, on a une ratification, en tout cas pour le cas français, une ratification qui est relativement large. L'intérêt de ces traités,
donc qui sont des traités. L'intérêt de ces traités, c'est qu'ils sont tous dotés de comités conventionnels, ce qu'on appelle les comités conventionnels, qui sont en réalité des comités d'experts, des experts nommés par les Nations Unies, indépendants de leur État, et ces comités d'experts vont pouvoir accueillir ce que l'on va appeler des communications individuelles. Alors, ce n'est pas des recours, hein, on n'est pas devant un juge, on est devant des comités conventionnels, donc des comités d'experts mis en place soit par la Convention, soit par un protocole additionnel à la Convention que l'on est en train effectivement d'évoquer. Saisir un comité, c'est très simple. Je vous renvoie à nouveau vers le Vademecum, hein, qui est extrêmement précieux. Vous avez tous les liens URL dans le Vademecum. C'est très simple, c'est un formulaire à remplir. Vous pouvez soit le télécharger par le Vademecum, soit effectivement le retrouver par le site du Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies. Et effectivement, vous remplissez le formulaire et vous avez saisi le comité. Vous avez, cela étant, assez logiquement, un certain nombre de conditions, et notamment une condition qui est une condition constante et extrêmement logique compte tenu de ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Le premier organe en charge du respect et de la garantie des droits de l'homme, c'est l'État. Conséquence, s'il y a un problème de violation des droits de l'homme, c'est d'abord à l'État de le corriger et au juge de l'État de le corriger. Moralité, vous allez avoir une conséquence s'agissant de la saisine qui est l'épuisement préalable des voies de recours internes. C'est-à-dire qu'il faut d'abord se tourner vers le juge interne et si effectivement il n'a pas pu corriger le problème, alors vous allez pouvoir vous tourner vers les comités conventionnels. Donc il y a la règle, c'est pas exactement les mêmes règles selon les comités, mais globalement on va retrouver l'épuisement préalable des voies de recours internes. On va retrouver une autre condition qui est assez logique là encore et très cohérente, c'est tout simplement le fait que pour pouvoir aller saisir l'un de ces comités, il faut que le droit que vous invoquez ait pu être plaidé au fond devant le juge interne. Si vous n'avez jamais laissé au juge interne la possibilité de corriger le tir, d'offrir une véritable garantie des droits, le droit international ne va pas être un relais. Le droit international, il est là pour taper sur l'État qui ne respecte pas sur ses obligations. Taper au sens juridique. Il n'est pas là du tout pour se substituer au juge interne. Vous avez un juge interne et c'est lui d'abord qui doit être saisi. Donc, ouais, et puis vous avez un autre élément qui est assez, deux autres éléments plutôt qui sont assez constants dans tous les comités. Ce sont des faits qui sont individuels. Il n'y a pas d'actio popularis en la matière devant les comités conventionnels. Et puis, alors individuel ou de groupe, mais ça va dépendre des comités. Mais en tout cas, il n'y a pas d'actio popularis. Et puis, il y a également, de façon générale, un principe d'absence de litispendance internationale. Donc, il faut faire des choix. Vous ne pouvez pas saisir l'un et l'autre. Je vous parlais tout à l'heure des communications individuelles devant le Conseil des droits de l'homme. Si vous allez devant le Conseil des droits de l'homme, vous ne pouvez pas aller devant un comité conventionnel. C'est l'un ou l'autre, mais on coche pas toutes les cases, effectivement. Ces experts, lorsqu'ils vont être saisis, que ce soit le comité des droits de l'homme, le comité sur les droits civils et politiques, le comité des droits de l'homme, pardon, le comité sur les droits économiques, sociaux et culturels, le comité sur les droits de l'enfance, que vous voulez, ces comités, lorsqu'ils vont être saisis, vont rendre des constatations, vont en réalité rendre une décision, ce qu'ils appellent les constatations du comité. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un arrêt. On n'est pas sur une voie juridictionnelle. J'insiste d'autant plus que certains comités, alors d'abord ils font un travail qui est un travail très précieux, ils juridictionnalisent, si vous me permettez cette expression, leurs décisions. C'est-à-dire que quand vous lisez une décision de l'un de ces comités, vous avez effectivement la sensation de lire quelque chose qui est juridiquement fondé. Ce n'est pas l'idée d'un expert qui avait un peu trop travaillé ce jour-là, c'est véritablement une réflexion juridique menée par un tiers impartial, effectivement, et qui réfléchit en droit. Vous avez par ailleurs le comité des droits de l'homme, qui est un comité qui a été mis en place en lien avec le pacte international des droits civils et politiques, le comité des droits de l'homme, qui insiste sur le fait qu'il n'est certes pas une juridiction, mais enfin, il travaille, je cite, dans un esprit judiciaire. C'est ce qu'il dit dans son observation générale numéro 33, qui a été adoptée en 2009. Il explique que, certes, en soi, ce n'est pas le travail d'un organe judiciaire, mais les constatations présentent certaines caractéristiques principales d'une décision judiciaire et l'examen qui se déroule est mené dans un esprit judiciaire, nous dit le comité. Et donc, effectivement, vous avez ce travail très précieux du comité des droits de l'homme, mais on va retrouver la même chose devant le comité contre la torture ou que sais-je encore. Ces comités font un travail, effectivement, qui est un travail
vraiment précieux. Cela étant, j'imagine que effectivement, on va vous en parler tout à l'heure, mais sinon, ce sera l'objet des questions éventuellement. Mais cela étant, il faut bien en être conscient, ce n'est pas un arrêt. Ce sont des constatations. On a vu la différence entre un arrêt et des constatations dans l'incontournable affaire Lambert, sur laquelle je vais pas revenir parce que je pense que Françoise Matt va revenir dessus. Mais sinon, c'est pas grave, on reviendra dessus dans le chat. Dans l'affaire Lambert, si vous vous en souvenez, vous avez eu des mesures provisoires qui avaient été décidées par un comité conventionnel. Alors, les mesures provisoires, on le sait, c'est la jurisprudence de la Cour internationale de justice, Lagrand 2001, qui nous dit les mesures provisoires ont un caractère obligatoire. Donc, évidemment, l'argument des parents consistait à dire, puisque c'est obligatoire, respectez-les. Sauf que non. Non, pourquoi? Parce qu'on n'est pas devant un juge. On est devant un comité d'experts. Et donc, effectivement, le gouvernement français avait fait savoir dans les jours qui suivaient qu'il n'appliquerait pas ces mesures provisoires parce que, matériellement, elles ne s'inscrivent pas dans une obligation internationale. C'est toute la différence. Malgré les travaux qui sont faits par ces comités restent des comités conventionnels. Ce ne sont pas des juridictions. Alors, si on s'arrête là, vous allez me dire, tout ça c'est bien mignon, mais finalement, ça ne sert à rien d'aller saisir un comité conventionnel. Alors non, si, ça sert, justement, je me suis mal exprimée, pardon. Ça sert, on va vous le démontrer dans un instant. Moi, je vais juste conclure là-dessus parce que je crois que j'ai un temps à tenir et que je vais essayer de tenir mon temps. Je vais juste conclure là-dessus en disant ceci. Malgré tout, même si l'État n'a pas d'obligation d'appliquer les décisions effectivement que va adopter tel ou tel comité, malgré tout, saisir les comités, c'est extrêmement important. C'est important sur un plan individuel, c'est important également parce que cela pointe les dysfonctionnements d'un ordre juridique. Et donc, cela va être un instrument très précieux pour faire évoluer des législations. D'autant plus précieux que la Cour internationale de justice elle-même s'y réfère. Vous me direz, la Cour internationale de justice, là, pour le coup, elle ne traite pas du tout de requêtes individuelles, elle ne fait que des recours interétatiques. C'est vrai, c'est même dans la Charte des Nations Unies et dans le statut de la Cour internationale de justice. C'est tout à fait exact. Mais dès 2010, dans une affaire Amadou Diallo que les internationalistes parmi vous connaissent peut-être, dès 2010, la Cour internationale de justice, dans une affaire qui opposait la Guinée contre la République démocratique du Congo, la Cour internationale dit qu'elle va se référer à la jurisprudence du Comité des droits de l'homme, le Comité des droits de l'homme étant l'organe de contrôle du respect par les États du Pacte international des droits civils et politiques que la France a ratifié en 80. C'est entré en vigueur en 76 et que la France a ratifié en 80. Donc, on parle bien, la jurisprudence internationale parle bien de jurisprudence du Comité des droits de l'homme, qui montre bien que même si ce n'est pas juridiquement parlant une jurisprudence, il y a un poids à ces décisions. La Cour internationale, dans le paragraphe 66 de son arrêt, donc Amadou Diallo, Guinée contre RDC, nous dit, bien que la Cour internationale de justice, bien que la Cour ne soit aucunement tenue dans l'exercice de ses fonctions judiciaires de conformer sa propre interprétation du pacte à celle du comité, elle estime devoir accorder une grande considération à l'interprétation adoptée par cet organe indépendant. Il en va, poursuit la Cour, de la nécessaire clarté et de l'indispensable cohérence du droit international. Il en va aussi de la sécurité juridique. Et ça, c'est pas neutre. Effectivement, c'est extrêmement important de voir que, même s'il ne s'agit que de constatations, ces constatations ont un réel poids. Je viens de vous citer un arrêt Guinée contre RDC, un arrêt de la Cour internationale de justice qui remonte à 2010. Le tout dernier arrêt rendu par la Cour internationale de justice, qui est un arrêt du 4 février 2021. Vous savez que la Cour internationale de justice ne rend pas des arrêts tous les matins. La Cour internationale de justice, son dernier arrêt, donc il a 5 semaines. Le tout dernier arrêt, qui était une affaire de discrimination raciale entre le Qatar et les Émirats arabes unis, le Qatar accusant les Émirats arabes unis de faire de la discrimination raciale envers les Qataris. Alors c'est un arrêt par lequel la Cour va conclure que finalement elle n'est pas compétente pour des raisons procédurales dont je vous fais grâce. Mais ce qui est intéressant, c'est le paragraphe 101 de l'arrêt qui a été rendu le 4 février dernier. Ce qui est intéressant, c'est que, à nouveau, s'agissant de la jurisprudence du Comité sur l'élimination des discriminations raciales,
la Cour internationale de justice transpose son raisonnement et nous dit il y a une jurisprudence des comités conventionnels et lorsque j'interprète cette convention, eh bien, je me réfère à l'interprétation qu'en ont fait ces comités conventionnels. Ce que je veux dire par là, c'est que la saisine de ces comités conventionnels reste un élément absolument essentiel pour la défense des droits de l'homme. Ce ne sont pas des arrêts, ce ne sont pas des jugements. On va sans doute avoir un État qui va être réticent à exécuter l'arrêt, mais d'abord le comité veille, et au sein notamment du comité des droits de l'homme qui est relatif au pacte international des droits civils et politiques, par exemple, depuis 1997, vous avez systématiquement l'un des experts qui est affecté au suivi de l'exécution des décisions. Et on le sait très bien, effectivement, vous avez un réel suivi avec un dialogue certes diplomatique, par lequel le comité reconnaît n'a pas créé une obligation, mais vous avez une sorte de lobbying international qui se met en place à travers le comité des droits de l'homme, et vous avez la même chose vis-à-vis de l'ensemble des comités conventionnels, qui va, par la pression qu'ils exercent sur l'État, qui va finir effectivement par permettre une évolution législative. Donc on n'est pas sur une juridiction internationale, même si on a pu parler de cour mondiale, ça concerne des recours interétatiques, ça ne concerne absolument pas les comités, mais les comités restent aujourd'hui des outils qu'il faut absolument savoir utiliser. Et le savoir utiliser à travers une procédure et à travers effectivement des conditions qui sont relativement simples. Simplement, et je conclus là-dessus, je laisse tout de suite la parole à Laurence Roch dans 15 secondes, simplement, il ne s'agit pas d'attendre l'arrêt du Conseil d'État ou de la Cour de cassation pour se dire, tiens, en fait, j'aurais pu saisir un comité conventionnel. Il faut l'avoir quelque part en tête pour, dès le départ, invoquer en substance le droit qui pourra être plaidé effectivement devant l'un de ces comités conventionnels. Merci beaucoup. Laurence, il est pile poil l'heure. J'ai rattrapé le retard, donc je laisse la parole. Je pourrais parler encore des heures, mais je crois que ce n'est pas le but, donc je me tais éventuellement pour les questions. Vous êtes parfaite, Catherine Amélie. En plus, juste à l'heure, de toute façon, je pense qu'on va, parce que je regardais là déjà dans les questions and answers, là le Q&A, on a déjà plein de questions. Donc de toute façon, je vois bien que la discussion est en route et que ça suscite un certain nombre de questions. Je propose qu'on les pose à la fin, comme ça, parce que je vois qu'on me relance. Je propose que je fasse ensuite une exégèse de toutes les questions et que chaque intervenant y réponde dans le fil comme ça de la réflexion. Du coup, je transmets tout de suite la parole évidemment à une amie qui m'est chère, une consoeur, Françoise Matte, qui est en plus l'ancienne présidente de la commission Liberté Droits de l'Homme du CNB et qui, je sais, va faire tout son possible pour rester dans le timing, même si c'est une passionnée des droits de l'homme aussi, et qui évidemment va compléter, je crois, l'intervention de Catherine Amélie, plutôt du côté de la praticienne que tu es. Je me permets de tutoyer, on connaît bien quand même, Françoise, la praticienne que tu es, d'avoir manié finalement à la fois les textes, mais aussi d'avoir plaidé devant certaines juridictions, alors même que, encore une fois, peu de confrères le font. Donc, tu vas essayer d'aborder les choix stratégiques finalement, qui sont ceux que l'on doit avoir en tête pour les avocats lorsqu'on manie ces outils-là. Je te laisse tout de suite la parole et tu as jusqu'à 19h10, mais tu me fais confiance en tant que maître du temps pour t'arrêter si besoin. À toi l'antenne. Bonjour. Bonjour mes chers confrères, mes chers futurs confrères et étudiants et tous les participants inscrits à ce webinaire. Je vais essayer de me placer. C'est présomptueux de dire en tant que praticienne du droit international des droits de l'homme dans un champ qui ne serait pas le champ habituel de mes confrères français et de mes confrères francophones, puisque j'ai vu qu'il y avait parmi les participants au webinaire un certain nombre de confrères qui sont susceptibles d'intervenir devant des juridictions en dehors de l'ordre interne français, dans des pays francophones, et peut-être dans des pays également qui ne sont pas francophones, puisque demain on évoquera le système interaméricain qui est essentiellement orienté autour, en raison de l'histoire de son organisation, autour de pays hispano ou lusophones.
Le droit international des droits de l'homme, dans le champ universel et régional, je fais masse de l'ensemble, est une espèce de boîte à outils face à laquelle le praticien doit faire un certain nombre de choix stratégiques. Catherine Amélie vous l'a dit tout à l'heure, des choix qui doivent être anticipés. Face à un sujet donné, un problème qui se profile dans un dossier, dans une affaire qui doit être conduite devant les juridictions, vous pensez qu'un instrument international, une convention ou un instrument d'une autre nature est susceptible d'être exploité. Il y a une espèce de checklist de ce qui doit être fait immédiatement. Vous devez vérifier, bien entendu, Catherine Amélie vous l'a dit, si l'instrument en question, qui est une convention ou un traité, a été ratifié. Quelle est la date d'entrée en vigueur à compter de cette ratification? Il peut se produire que la ratification n'ait pas encore produit ses effets parce que il est généralement prévu qu'elle produit des effets 6 mois après la dernière signature ou enfin bref, vous devez aller vérifier ce point et vous avez pour cela des bases de données qui sont d'une part les bases de données des Nations Unies mais également les ministères des Affaires étrangères de la plupart des pays ou leur ministère de la Justice ont des bases de données qui intègrent la totalité des ratifications, des réserves et des conventions qui ont pu faire l'objet de ces processus. Vous vérifiez donc que c'est ratifié. C'est le b.a.-ba, c'est la moindre des choses, c'est le minimum. Vous vérifiez également que des réserves ont pu être faites. Ces réserves peuvent être de nature extrêmement différente. Vous avez des réserves qui sont des réserves de faible impact, si j'ose dire, qui peuvent être des réserves d'interprétation ou des réserves très ponctuelles. Je vais vous donner un exemple. Le Pacte international des droits civils et politiques. La France a fait des réserves. La France a fait des réserves qui visent à faire prévaloir dans l'interprétation du pacte la Convention européenne des droits de l'homme et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle considère par conséquent que la Charte des Nations Unies et la Convention européenne des droits de l'homme sont des instruments qui doivent être utilisés comme prévalents sur toute interprétation qui serait faite, et c'est le sens de sa réserve. C'est ce qu'on appelle une réserve d'interprétation. Et elle fait ensuite une réserve de fond, qui est la seule réserve de fonds qui soit effective de la part de la France, elle écarte les dispositions relatives aux droits collectifs des populations, des groupes religieux, ethniques ou linguistiques minoritaires. C'est une réserve de fonds. Dans un autre sens, vous avez les États-Unis. Face au Pacte international des droits civils et politiques, ils l'ont ratifié et ils ont fait des réserves qui concernent les 27 premiers articles. Les 27 premiers articles sont des articles qui énumèrent les droits substantiels. Les articles suivants organisent la procédure de désignation des membres du comité et de participation aux procédures. Et donc les États-Unis ont fait le choix stratégique de ratifier toute la partie procédurale, ce qui leur donne le droit d'avoir une incidence dans le fonctionnement du comité sur le plan politique et de faire prévaloir leurs droits internes, leur constitution, sur tous les 27 premiers articles, c'est-à-dire les droits substantiels. En clair, ils l'ont vidé de substance tout en conservant le bénéfice politique. Vous devez donc vous poser la question face à un instrument. Catherine Amélie vous a dit que la France était relativement bonne élève et avait ratifié la plupart des conventions, mais vous pouvez avoir à intervenir dans un pays où toutes les conventions n'ont pas été ratifiées, où des réserves ont été faites, et vous devez tout d'abord faire la vérification de l'impact des réserves éventuelles. Et ensuite, vous allez vous interroger dans l'ordre juridique interne dans lequel vous commencez par intervenir, quelle est la portée, quelle est la place dans l'ordre juridique interne. Alors, il y a des théories extrêmement académiques sur les systèmes monistes ou dualistes, les pays qui intègrent directement dans l'ordre juridique interne les traités qu'ils ont ratifiés, et puis ceux qui seraient dans un système dualiste et où il y aurait tout un processus d'entrée en vigueur dans l'ordre interne. En réalité, la portée de cette distinction est assez faible. La France est censément un pays moniste, mais la Constitution prévoit une liste sans fin de tous les traités dont l'impact est tel qu'ils devront faire l'objet d'une ratification par voie à l'issue d'un processus législatif. Et ensuite,
il n'est guère de droit qui ne nécessite, de droit fondamental, qui ne nécessite pour son application effective en droit interne une intégration à travers des lois de transposition, des règlements, que sais-je. Vous allez donc vérifier la manière dont une disposition de l'ordre juridique international a été intégrée dans l'ordre juridique interne. Et vous vous interrogerez également sur sa place dans la hiérarchie des normes. D'une manière assez générale, les traités internationaux prennent place dans la plupart des ordres juridiques des pays qui les ratifient à un rang que l'on qualifie de supralégislatif infraconstitutionnel. Ça peut ne pas être le cas, c'est le cas notamment en France. Ça peut ne pas être le cas. Un certain nombre de pays, c'est notamment le cas en Amérique latine, on intègre les traités, et notamment les traités en matière de droits de l'homme et de droit international humanitaire, dans le bloc de constitutionnalité. Et à ce titre, ils prennent une valeur qui est une valeur quasi constitutionnelle, qui est intégrée dans le contrôle de constitutionnalité. Vous voyez donc que vous avez déjà toute une gamme de vérifications à effectuer avant de vous demander le type d'instrument que vous allez pouvoir invoquer. Et je vais ensuite diverger avec Catherine Amélie sur l'idée que l'on ne peut pas utiliser, plaider des instruments internationaux qui n'ont pas été ratifiés et qui, pour l'excellente raison qu'ils ne seraient pas ratifiables. Et par exemple, elle a cité l'exemple de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est, je crois, une vision très formaliste, hein, de considérer que seul un instrument ratifié est susceptible d'être utilisé, exploité et plaidé. Vous savez, les avocats, je parle en quelque sorte à Catherine Amélie, les avocats sont de grands pragmatiques, et puis ils aiment bien faire masse, et ils ont l'habitude d'intégrer tous les arguments, ceux dont la pertinence est absolue et ceux dont la pertinence est relative, politique, d'ambiance, contextuelle, etc., etc. Et il peut y avoir un très grand intérêt à invoquer des instruments qui ne sont pas des instruments ratifiés, entrés dans l'ordre juridique interne. Pour diverses raisons. Ce bloc juridique des conventions ratifiées s'insère dans une espèce de schéma plus général et qui s'appelle d'une part ce qu'on appelle, alors je vais parler latin, mais vous n'allez pas m'en vouloir, le jus cogens ou ius cogens, selon que l'on utilise l'une ou l'autre prononciation, qui constitue un ensemble de normes qui ont un caractère impératif en droit international auquel il ne peut être dérogé. Il est défini dans l'article 53 de la Convention de Vienne sur les traités et les conventions. Et il est défini comme norme impérative du droit international général. C'est une espèce de droit constitutionnel du droit international, en quelque sorte, hein, le jus cogens. Une norme impérative générale est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère. Vous avez donc une norme supra-conventionnelle internationale qui est le jus cogens et qui est évolutive parce que ce sont des normes reconnues d'une manière générale mais qui sont susceptibles d'être modifiées. Vous avez ensuite les sources du droit international telles que les définit le statut. Donc vous avez vos conventions et au-dessus vous avez cette norme qui surplombe et à laquelle on peut, me semble-t-il, rattacher dans une certaine mesure la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous avez ensuite l'ensemble des sources du droit international qui intègrent les traités et les conventions, mais également, et là c'est l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice, qui prévoit que est incluse comme source du droit international les principes généraux reconnus par les nations civilisées. On est donc là sur un plan horizontal, au même niveau que les conventions. C'est une source, la coutume et les principes généraux
reconnus par les nations civilisées. Alors, c'est une formulation qui maintenant, les principes généraux reconnus par les nations civilisées, elle sent un peu le souffre. Elle a été remplacée dans le statut de la Cour pénale internationale par les principes généraux du droit dégagés par la Cour à partir des lois nationales représentant les différents systèmes juridiques du monde, s'ils ne sont pas incompatibles avec le droit international et les normes internationalement reconnues. C'est un peu alambiqué, c'est pour éviter la notion qui pourrait être mal interprétée des nations civilisées. Vous avez donc là un niveau identique. Et puis, en dessous, vous avez subsidiairement les normes qui servent à interpréter. Vous avez niveau 1 les conventions, les autres sources, coutumes et principes généraux, au-dessus le jus congens, et au-dessous vous avez les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés, la jurisprudence et la doctrine. C'est un ensemble où vous allez aller à la pêche partout, si j'ose dire, en qualité de praticien. Vous estimez que le cœur de votre sujet, c'est tel article d'une convention, vous avez tout son environnement, qui est un environnement en jus congens, un environnement coutumier et un environnement interprétatif en jurisprudence et en doctrine. Et il y a encore mieux, il y a ce qu'on appelle la soft law. Alors la soft law, bon, on ne va pas rentrer dans ce détail académique, soft law, hard law, droit dur, droit mou, droit dur, droit souple, droit rigide, droit souple. La soft law, c'est encore plus large et ce n'est pas une source, elle n'a pas de valeur obligatoire. Mais la soft law, elle inclut absolument tout. Elle inclut l'ensemble des déclarations des conférences intergouvernementales, les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, les recommandations des organisations internationales, les dispositions souples incluses dans les traités, les conventions non ratifiées, donc une convention non ratifiée fait partie de cette soft law, les avis consultatifs rendus par les organismes internationaux, les opinions individuelles des juges dans le cadre de la Cour de justice internationale et des juridictions internationales, et les codes de conduite et chartes éthiques diverses et variées, publiques et privées. Vous avez un énorme panier dans lequel faire votre marché, pour autant que vous le fassiez de manière ordonnée et méthodique. Il ne s'agit pas de confondre les niveaux, mais vous devez tous les exploiter. Reste la question, une fois que vous avez fait votre marché en droit substantiel, vous allez vous poser des questions de droit procédural. La ratification, les réserves, la place dans l'ordre juridique interne. Bien sûr, tout cela n'est efficace que si vous vous êtes situé dans le cadre d'un État qui admet le recours individuel. Pour la France, ça paraît simple puisque tous les protocoles additionnels qui prévoient des mécanismes de recours individuels ont été ratifiés. Vous pouvez vous trouver dans une situation où ça ne soit pas le cas. Et la portée, votre levier pour mettre en œuvre un instrument international alors que le mécanisme qui est chargé de son contrôle et de son application n'a pas fait l'objet d'une ratification du recours individuel sera infiniment plus délicate. Reste, une fois que vous avez fait ce bilan, vous vous posez la question, où vais-je? Alors, bien sûr, Catherine Amélie vous l'a dit, l'évidence, c'est d'abord d'invoquer tout ça devant les juridictions internes. C'est le principe de, vous vous interrogez sur les questions de recevabilité et donc, vous allez vous interroger sur l'épuisement des voies de recours internes. Vous devez avoir utilisé les droits définis par l'outil international que vous voulez utiliser. Vous devez l'avoir utilisé dans le juridique interne et avoir épuisé les voies de recours. Dans un certain nombre d'hypothèses, vous devez vous assurer que vous êtes bien dans les délais du recours individuel, sachant que ce délai, alors il est généralement de 6 mois devant la plupart des juridictions, soit directement par les effets des protocoles qui organisent les recours, soit par référence, c'est le cas de la Cour africaine, par référence au délai raisonnable se référant à titre interprétatif à la Convention européenne et à la Convention interaméricaine. C'est généralement un délai de 6 mois. Il peut arriver que vous ayez intérêt à saisir une autre juridiction, tout simplement parce qu'elle est, ou un autre mécanisme, pardon, parce qu'il va être moins exigeant que la juridiction qui est naturellement votre juridiction. Les mécanismes de contrôle et d'application des droits de l'homme des Nations Unies n'ont pas de caractère juridictionnel.
Catherine Amélie vous l'a dit, ce sont des mécanismes que l'on qualifie dans le monde des défenseurs des droits de l'homme de politique. Vous avez donc le plus grand, votre intérêt évident, l'intérêt, je veux dire l'intérêt de votre client, de la personne que vous représentez, c'est d'aller au plus efficace à ce qui va produire un effet obligatoire, c'est-à-dire en général la juridiction de l'ordre régional. Cour européenne des droits de l'homme, Cour interaméricaine des droits de l'homme, Commission et Cour africaine des droits de l'homme. C'est évident. Qu'est-ce qui peut justifier que vous sortiez de ce circuit en quelque sorte automatique, imposé, qui va de soi, qui relève de l'évidence? Parce qu'il va produire, lui, une décision obligatoire. Qu'est-ce qui peut justifier? Ce qui peut justifier, c'est, dans l'hypothèse du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, c'est que le délai de recours n'est pas aussi exigeant. La litispendance, c'est la même. Vous ne pouvez pas saisir deux juridictions à la fois, un mécanisme et une juridiction en même temps, mais le délai n'est pas aussi strict. Mais vous avez également... Si je peux me permettre... Si je peux me permettre, du coup, Françoise, est-ce que tu peux illustrer peut-être par un... J'y arrive. Ah bah voilà. C'est l'entonnoir. Ah bah, alors, on est au fond de l'entonnoir. Qu'est-ce qui peut justifier que vous fassiez un autre choix? Vous pouvez avoir donc ces raisons-là. Vous pouvez avoir des raisons que je qualifierais de politiques au sens noble du terme. Si dans des hypothèses où il y a des violations multiples qui concernent des personnes différentes, il peut arriver que vous souhaitiez collectivement que des décisions soient prises dans des champs différents pour renforcer la position politique face à une violation donnée. C'est le cas dans un certain nombre de pays où il y a des violations massives des droits de l'homme. Un certain nombre de victimes vont aller dans le mécanisme régional et d'autres dans le mécanisme universel pour obtenir un maximum de poids politique. Mais vous avez aussi une raison qui peut résulter de la jurisprudence de ces mécanismes et juridictions ou de leur méthode de travail et de leur méthode de décision habituelle. Le terme de jurisprudence étant employé, même s'il est légèrement impropre à mon sens. Et là, je me rapproche de ce que disait Jonas tout à l'heure à propos de l'universalité. Vous pouvez être tenté de saisir le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies, parce que vous savez, pour une raison ou pour une autre, on va y revenir, que la jurisprudence de la Cour régionale ne vous sera pas favorable. Vous la connaissez, elle est établie et elle n'est pas bonne. Enfin, elle n'est pas bonne pour vous. Alors c'est un cas qui s'est présenté. Alors il y a deux affaires, enfin une nébuleuse d'affaires d'un côté qui est la nébuleuse signe religieux, et il y a ensuite l'affaire Vincent Lambert. Dans l'affaire Vincent Lambert, je ne vais pas faire l'historique, mais si vous voulez avoir une idée de tout ce qu'on peut faire en matière d'inventivité procédurale et de multiplication de recours dans le champ interne et international en matière, vous allez sur la fiche Wikipédia de l'affaire Vincent Lambert, vous avez la chronologie de la procédure, il y a 3 arrêts du Conseil d'État, 3 arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, une recommandation du Comité des droits de l'homme, du Comité des personnes handicapées des Nations Unies et un arrêt de la Cour de cassation. Que se passe-t-il dans l'affaire Vincent Lambert? Le Conseil d'État, de façon réitérée, va confirmer, je ne fais pas le détail, va confirmer la légalité des décisions de suspension de soins prises au sein du CHU de Reims concernant Vincent Lambert, qui est, selon les experts, en état post-relationnel ou dont l'état, au contraire, est obéré de telle manière qu'il n'y a pas d'espérance de le voir évoluer et parvenir à ce que l'on peut qualifier de vie normale, qu'importe. Le Conseil d'État a rendu 3 arrêts successifs. Sur le premier arrêt du Conseil d'État, la famille, plus exactement les parents de Vincent Lambert, ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme, qui, par un arrêt de la Grande Chambre, qui est un arrêt qui est en date de juin 2015, vous voyez qu'on remonte pas mal dans le temps, va confirmer la conformité au droit international des droits de l'homme, en l'espèce à la Convention européenne des droits de l'homme, de la décision prise au sein du CHU de Reims et donc de la position de l'État français dans l'affaire en référence. Des décisions successives vont intervenir parce que comme tout ça, ça prend quand même du temps. Premier arrêt du Conseil d'État, juin 2015, premier arrêt de la CEDH,
2014, juin 2015, et ensuite, eh bien, les médecins changent, le processus collégial au sein de l'hôpital va devoir être repris une première fois, une deuxième fois. Bref, on arrive à un dernier arrêt du Conseil d'État en 2019, en avril 2019, qui à nouveau valide le processus aboutissant à la décision d'interrompre les soins à l'égard de Vincent Lambert. La famille va ressaisir la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, en avril 2019. La Cour européenne, dans un délai de quelques jours, va rejeter le recours. Elle va former un nouveau recours en mai que la Cour européenne des droits de l'homme va également rejeter. Il n'y a aucun élément nouveau qui justifie qu'elle soit saisie à nouveau. Et devant l'échec réitéré de ces recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, la famille, plus exactement les parents de Vincent Lambert, vont saisir le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies, qui va demander à la France de suspendre l'exécution de la décision d'interruption des soins. La France va faire savoir, l'État français va faire savoir qu'il n'a pas l'intention d'exécuter cette demande de suspension au motif qu'elle ne présente pas de caractère obligatoire, les décisions du comité n'ayant pas de caractère obligatoire. La famille de Vincent Lambert va faire un recours, un référé voie de fait au motif que l'État français violerait, excéderait prendrait une décision insusceptible de se rattacher à ses prérogatives, et la Cour de cassation va mettre fin à ce ping-pong tragique et va rejeter, va réformer l'arrêt de la Cour d'appel qui avait considéré qu'il fallait interrompre la décision de suspension des soins dans l'attente de la décision du Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies. La Cour de cassation va casser, va confirmer le caractère non obligatoire de la décision, de la recommandation du comité, et la décision d'interruption des soins va être interrompue. Ça, c'est le versant, tous les recours sont utilisés, et le recours dans le système universel devant le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies, qui est un mécanisme non juridictionnel, est utilisé comme ultime rattrapage désespéré face à la jurisprudence établie, connue et réitérée du Conseil d'État et de la Cour européenne des droits de l'homme. Dans la nébuleuse, je dis nébuleuse parce qu'il y a là une série de décisions et c'est un assez passionnant exercice d'analyse des mécanismes internationaux. Dans la nébuleuse, signe religieux. Vous avez tous entendu parler des décisions du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, qui sont les décisions de Sonia Yacker contre France, qui est une décision d'octobre 2018, et l'affaire que l'on appelle désormais par le nom de l'affaire Baby, dans laquelle le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a considéré que la France avait violé les articles 9 et 14, avait violé l'article 18, du Pacte international des droits civils et politiques. On se demande pour quelle raison Sonia Yacker et la salariée qui avait fait l'objet de la mesure de licenciement dans le dossier de Bébilou ont eu l'idée de saisir le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. On se le demande, on ne se le demande pas. C'est parce que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme était claire et établie de telle manière que aucun succès ne pouvait être espéré dans ces dossiers pour les requérants devant cette juridiction. Leur conseil l'a d'ailleurs exposé de façon très claire dans le cadre d'un entretien donné, je crois, à Liaison Sociale, en disant, écoutez, oui, au vu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de celle du Comité des droits de l'homme, nous avons estimé que nous avions plus de chances devant l'un que devant l'autre, et c'est la raison pour laquelle nous sommes allés devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies plutôt que devant la CEDH. Devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, la messe était déjà dite, puisqu'il y avait deux arrêts dans une affaire, il y avait des arrêts dans des affaires qui étaient des affaires, j'essaie de ne pas me perdre dans les...
Voilà, c'est toujours comme ça que ça se passe, hein, voilà. Qui était une affaire Bikrani Singh contre France et une affaire Mansingh contre France, qui concernait l'utilisation du turban sikh. L'affaire Bikrani Singh contre France concernait l'exclusion d'un jeune garçon d'un collège parce qu'il refusait de retirer son turban. Et l'affaire Mansingh concernait le refus de délivrer un permis de conduire, non, un passeport, pardon, à Mansingh, parce qu'il refusait de retirer son turban sur la photographie d'identité. Dans l'affaire Mansingh, c'était là encore assez étonnant, car Mansingh saisissait directement le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, sans aller devant la juridiction administrative, sans aller devant le Conseil d'État, au motif que les voies de recours internes étaient épuisées, car leur issue était connue, car il avait essuyé un refus déjà du Conseil d'État lorsqu'il avait demandé lorsqu'il lui avait été refusé, non pas un passeport, mais un permis de conduire avec sa photo sans le turban sikh, et que la Cour européenne des droits de l'homme avait rejeté son recours. Donc Mansingh, c'est une affaire encore plus emblématique que Baby Lou ou Sonia Yakar. Sonia Yakar et Baby Lou ont choisi d'aller au comité plutôt qu'à la CEDH. Dans l'affaire Mansingh, on est déjà allé devant la CEDH, on sait qu'on a perdu, on change, si j'ose dire, de crèmerie et on décide que le dossier suivant, celui du passeport et non plus celui du permis de conduire, on ira directement devant le comité. Et effectivement, devant le comité, on a gain de cause. Alors, l'inventivité procédurale est sans fin. Et les avocats et les parties qu'ils représentent ont le droit, et en ce qui concerne les avocats, le devoir d'exploiter les voies procédurales les plus adaptées, les instruments les plus efficaces et les mécanismes les plus inventifs. Cela dit, on est pris en tenaille, on n'est pas seulement avocat de M. Mansingh, de Mme Sonia Yakar ou de qui que ce soit d'ailleurs. On est aussi, enfin c'est en tout cas mon cas, on est défenseur des droits de l'homme. Et comme Jonah Baucher vous l'indiquait tout à l'heure, on est attaché au principe d'universalité. Quels sont les effets de ce que j'appelle le forum shopping, c'est-à-dire je fais mon marché à la gondole la plus avantageuse, la gondole CEDH ou la gondole comité, quels sont les effets du forum shopping sur le principe d'universalité? Exploiter et tenter de passer en force en utilisant le fait que sont susceptibles de se développer dans des instances différentes des interprétations de droits fondamentaux qui seraient divergentes, ça peut présenter un certain nombre d'avantages. Et Catherine Amélie disait tout à l'heure, vous pouvez avoir un intérêt politique, effectivement, à aller devant plusieurs juridictions et d'utiliser plusieurs mécanismes parce que vous enrichissez votre substrat juridique. L'inconvénient du forum shopping poussé à ses ultimes conséquences, c'est que pourrons-nous longtemps prétendre que les droits sont universels, sont de valeur impérative, universelle, d'une manière considérée dans son universalité, c'est-à-dire aussi bien à Londres, à Pékin, à Islamabad, à Buenos Aires, si on admet que l'on exploite le fait qu'il puisse changer en passant de Bruxelles à Genève et à Luxembourg. Est-ce que cette inventivité procédurale qui est inspirée par le désir d'obtenir le résultat le plus avantageux juridiquement, mais aussi politiquement, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, pour la partie que l'on représente, est-ce qu'elle ne sape pas de façon extrêmement perverse le principe d'universalité sur lequel nous sommes tous assis, en tout cas, je l'espère. Merci Françoise. 19h12, tu as tenu, tu te rends compte? C'est vrai? Il est 19h12, eh ben oui, tu t'y attendais même pas, tu vois, t'es comme Monsieur Jourdain, tu fais Je croyais que tu allais commencer à me faire passer des petits mots.
Et pas du tout. Tu as tenu. Alors, ça tombe très bien que vous ayez tenu tous les trois parce que je regardais dans le chat, il y a énormément de questions, ce qui veut donc dire que vraiment vos interventions ont suscité un Qu'est-ce que j'ai certain fait? nombre de réflexions. Non, t'as rien fait, Oh, François. ah oui, mais chez moi, ça va pas. Hein. Bon, mais t'as Ça y plein est, de c'est bon. questions. Alors, il nous reste, il est 19h12, donc on finit à 19h25, 19h30. Je propose du coup, j'ai essayé de classer un peu les questions. Je vais faire en sorte que on essaye de répondre à toutes les questions et sinon, bien sûr, on pourra y répondre par écrit. J'ai essayé de classer. Il y a d'abord des questions, beaucoup sur j'ai envie de dire l'effet juridique peut-être des comités et peut-être aussi la concurrence entre les jurisprudences des différents instruments. Donc, je pose peut-être ces questions-là d'abord. Il y a d'abord une question à Madame Chassin. Existe-t-il une concurrence entre la jurisprudence de la CEDH et celle du Comité des droits de l'homme des Nations Unies? On sait en effet que certaines constatations ne vont pas dans un sens unique à certaines décisions de la CEDH dans des affaires similaires, voire SAS contre France. Et j'ai envie de dire en complément, peut-on imaginer qu'un jour les constatations rendues par les comités auront une réelle force juridique, puisque l'histoire du droit international nous a appris que la valeur d'un texte pouvait changer. On peut peut-être déjà répondre à ces deux questions. Ensuite, je compléterai par d'autres questions. Et il y a aussi des questions sur le particularisme régional versus l'universalisme. Alors, sur ces deux questions. Et la question est pour qui? Ah bah, il y avait pour Madame Chassin. Alors, deux questions donc. La première sur la concurrence donc entre les comités conventionnels et la CEDH. Pardon. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de concurrence. Par contre, il y a une divergence. Il n'y a pas de concurrence parce que, à mon avis, hein, ça n'engage que moi évidemment, mais à mon avis, on ne parle pas du tout des mêmes impacts juridiques. Si je veux une décision qui va effectivement aboutir à une satisfaction équitable avec vraiment une décision où je vais pouvoir dire à mon client, voilà, j'ai obtenu la condamnation de la France et on va pouvoir peut-être faire bouger des choses, je vais devant la CEDH. Devant un comité onusien, quel qu'il soit, on ne recherche pas exactement la même chose, et c'est ce que Françoise disait à l'instant. Et la portée de la décision n'est pas du tout la même. Donc, il n'y a pas de, à mon avis, il n'y a pas de concurrence. En revanche, ça c'est vrai, il y a une divergence sur plusieurs éléments. On parlait, et c'était le sens de la question, si j'ai bien compris, sur les signes religieux, mais il y a plusieurs éléments dans lesquels on a effectivement des divergences de jurisprudence, et ça c'est assez problématique, effectivement, parce que, à mon avis, pour un juriste, il est content parce qu'il discute. Mais pour un non-juriste, faire comprendre à un client que la CEDH lui a dit non et que le comité des droits de l'homme lui dit oui, c'est très compliqué. Je pense, je suis pas avocat, hein, mais je pense que c'est très compliqué de lui expliquer que il a perdu devant un juge, mais il a gagné devant un expert. Et voilà, je pense que c'est très très compliqué et que les divergences sont compliquées. Maintenant, elles s'expliquent par le fait que justement, ce ne sont pas des juges et qu'en plus les comités onusiens, ils ont quand même une composition qui par définition est onusienne. Hein. On a des experts qui viennent d'un peu à droite et à gauche. Et dans l'affaire, alors je ne sais plus si c'est celle sur le voile ou celle sur je ne sais plus laquelle c'est, l'une des deux. Dans l'une des deux affaires, il y avait eu des retours, notamment d'un certain nombre d'experts qui s'étaient un petit peu lâchés sur Twitter à l'époque, comme quoi Twitter est une sous-information. Et il semblerait qu'en réalité, sur l'affaire du port du voile intégral, il y avait eu, c'est ce que Twitter nous avait dit, alors je donne mes informations, hein, c'est Twitter, mais d'après Twitter, il y avait eu quand même des divergences extrêmement vives entre experts. Donc, voilà. Au-delà, pardon, au-delà de Twitter, oui. Je peux parler là, je ne sais pas comment. Oui, bien sûr. Oui. Je dis au-delà de Twitter, pour savoir s'il y a eu des divergences, c'est assez simple. Il suffit d'aller voir les opinions individuelles. Et dans l'hypothèse dont parle Catherine Amélie, il y a deux décisions. Hein. La décision Babylou, je n'ai pas trouvé d'opinion individuelle. Mais dans la décision Sonia Yacar contre France, deux membres du comité, et pas des moindres, Yad Ben Achour, qui est un juriste tunisien, qui je crois vient de sortir du comité, et un expert, je crois que c'est un expert portugais dont le nom est en train de m'échapper, je l'ai quelque part dans mes notes, ont établi des opinions dissidentes qui sont extrêmement intéressantes et qui prennent appui sur la décision SAS contre France,
de la Cour européenne des droits de l'homme. Hein. Donc, il y a des divergences et ces divergences s'expriment non seulement sur Twitter, mais également dans les opinions individuelles, dont il faut rappeler que, pas en ce qui concerne le comité, mais en ce qui concerne les juridictions internationales, les opinions individuelles des juges sont intégrées dans ce qu'on appelle la soft law. Et la soft law est un outil d'évolution et d'interprétation. Ça n'a pas de valeur obligatoire, mais c'est un outil d'interprétation et d'évolution. Mais effectivement, la controverse a été très forte, de même que dans les arrêts SAS contre France et Leïla Saïd, il y a des opinions dissidentes. Je crois que dans l'arrêt SAS, c'est une opinion dissidente de Madame Tulkens. Hein. Il y a des opinions dissidentes qui sont au pied de l'arrêt, ce qui constitue un instrument de travail pour le juriste, et pas que pour le juriste, hein, pour le politique aussi. C'est un instrument de travail très important parce que ça permet de comprendre comment se prend la décision, hein, ce qui nous manque beaucoup à nous juristes français qui n'avons pas, à quelque niveau que ce soit, cette institution de l'opinion dissidente. C'est pour ça que je parlais de Twitter, parce qu'effectivement, la pratique des opinions dissidentes est très répandue, et que là, en plus, il y avait eu des suites sur Twitter. C'est pour ça que ça montrait que vraiment, il y avait oui, ça avait dû, de ce qu'on fait habituellement. Mais les débats avaient dû être saignants. Et pour revenir sur la soft law, il faut pas dédaigner. Vous pouvez faire intégrer, alors en France peut-être pas, parce qu'on est beaucoup plus rigide. Nous sommes des juristes très kelseniens, on voit les choses sous forme de pyramide, mais vous avez un certain nombre de pays où vous pouvez faire rentrer dans le bloc de constitutionnalité des opinions des jurisprudences régionales par le biais ou des conventions ou des outils de soft law à travers la jurisprudence internationale. Petit exemple, les principes de base. Alors c'est la prière de l'avocat. Hein, les principes de base relatifs au rôle du barreau adoptés à la Havane. C'est pas du droit positif, c'est de la soft law. Ce sont les principes qui définissent les droits de la défense. Ils n'ont pas de valeur obligatoire, ils ne sont pas d'applicabilité directe. Ils ont été invoqués par la Cour interaméricaine des droits de l'homme comme constituant le standard pertinent pour l'interprétation des principes plus sommairement énoncés dans le pacte, dans la convention du droit au procès équitable et des droits de la défense. Et à ce titre, on peut le réintégrer dans l'ordre constitutionnel interne des pays qui considèrent que la jurisprudence de la Cour régionale est à valeur constitutionnelle. Et vous arrivez à faire circuler la soft law vers le bloc de constitutionnalité à travers la jurisprudence régionale. C'est peut-être un peu alambiqué ce que je dis, mais ça fait partie de l'inventivité du juriste et de l'utilisation du panier de la boîte à outils. Alors j'ai sinon des petites questions là, je pense vraiment à l'avocat, très pratico-pratique, mais y a-t-il un système équivalent à l'aide juridictionnelle devant les mécanismes internationaux cités? Et ça c'est une question intéressante parce que finalement, est-ce que nous avocats on peut en bénéficier? Et quelle stratégie adopter avec les longs délais des comités? Quelle est l'utilité indemnitaire? Et est-ce qu'il vaut mieux prendre un cas emblématique de violation ou faire plutôt du volume dans le cadre de ce contentieux? Donc, les mécanismes d'AGI, moi je sais qu'il y en a devant la CEDH, je ne sais pas pour les autres conventions, et quelle stratégie adopter avec les longs délais des comités? J'ai pas de connaissance d'un mécanisme d'aide juridictionnelle devant les comités. Je ne sais pas si Catherine Amélie ou Jonas en savent plus que moi. J'ai pas connaissance qu'il existe de mécanismes devant ces juridictions. Est-ce qu'il faut faire du volume ou choisir des cas? Alors, tout dépend de qui vous êtes. Si vous êtes l'avocat de Monsieur Tartampion, dont les droits ont été violés, vous allez au plus efficace. Et si vous êtes dans les délais et que la jurisprudence ne vous est pas infiniment défavorable, vous allez devant la Cour régionale. Ça me paraît aller de soi. Encore que pour l'Afrique, il y aurait à discuter sur l'effectivité du mécanisme au Cour régional par rapport à d'autres mécanismes, mais bon, ça, on en parlera à la prochaine séance, je pense. Par contre, si vous êtes un politique, hein, et il y a des avocats qui sont
des militants d'une cause susceptible de se décliner sur plusieurs dossiers à la fois. Ça peut devenir intéressant de faire ce que disait Catherine Amélie tout à l'heure, c'est-à-dire, et que je vous indiquais, c'est-à-dire de répartir les dossiers entre plusieurs mécanismes pour obtenir un maximum de confirmation de principe, à supposer que tout ça soit homogène, hein, y compris devant des mécanismes dont nous n'avons pas parlé, mais qui sont pas sans intérêt, qui sont les rapporteurs spéciaux, les groupes de travail. Vous avez le groupe de travail sur les détentions arbitraires, les rapporteurs spéciaux sur les exécutions extrajudiciaires, etc., etc. Sur tous ces rapporteurs spéciaux, groupes de travail, sont des mécanismes qui ne rendent pas de décision individuelle. Vous pouvez faire des communications qui seront intégrées dans un rapport plus global et qui ne constituent pas un cas de litispendance, puisque c'est pas une affaire entre parties. Et ça présente un impact politique évident. Je me souviens qu'on l'avait envisagé dans une affaire qui concernait plusieurs avocats péruviens qui avaient été poursuivis, condamnés à de longues peines et incarcérés, l'une d'entre eux torturée pour terrorisme, parce que c'était les avocats qui défendaient des prisonniers susceptibles d'appartenir au Sentier lumineux. Et il y avait comme ça, enfin, il y avait plusieurs voies procédurales ou politiques qui avaient été utilisées. Et le fait que le nom de l'un de ces avocats soit cité comme exemple dans un rapport d'un rapporteur spécial constituait un argument intéressant devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme, car il y a une porosité entre ces systèmes en termes d'inspiration et de référence. Hein. Ce sont des systèmes qui se réfèrent les uns aux autres. Alors j'ai vu qu'il y avait. Alors je propose, parce qu'il y a 3-4 questions très intéressantes sur plutôt le particularisme régional et puis notamment sur les affaires devant la Cour africaine des droits de l'homme. Mais je propose qu'on l'aborde dans le deuxième webinaire. Je vais garder les questions parce que ça aura une cohérence, puisque le deuxième c'est vraiment les systèmes régionaux. Si vous m'en voulez pas, je dis ça à la personne qui a posé ces questions, mais je pense que c'est plus pertinent. Par contre, 2 petites questions. Quelles sont les règles d'application des conventions dans le temps et dans l'espace? Et que faire si, par exemple, un État se retire d'un instrument international alors qu'entre-temps, il y a eu une décision de la juridiction saisie qui ne lui est pas favorable? En 2 mots, la question de l'exécution des décisions rendues par la juridiction à l'égard d'un État qui, par exemple, ne serait plus partie à la convention utilisée par la juridiction pour condamner l'État. C'est ce que je comprends de la question. Alors, en fait, c'est ce qui s'est passé notamment avec le Burundi et les Philippines vis-à-vis de la Cour pénale internationale, qui est fondée sur une convention qui est le statut de Rome. Et en fait, quand le procureur a commencé à enquêter sur les violences en Burundi et aux Philippines, les 2 États, en 2017 et 2018, sauf erreur de ma part, ont annoncé qu'ils allaient se retirer, ce qu'ils ont fait effectivement. La solution, elle est très simple, c'est-à-dire que tant qu'ils étaient partis, si l'affaire a commencé, bien, elle va aller jusqu'à son terme. Par contre, on ne peut plus, à partir du moment où ils se sont retirés, dès lors que le retrait est fait conformément, évidemment, au traité lui-même, à partir de ce moment-là, par contre, on ne peut plus initier de nouvelles affaires. Donc, c'est du droit des traités très simples. Françoise en parlait tout à l'heure, hein, c'est la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, qui effectivement s'applique ici. Le traité est applicable entre les parties, entre les États parties, du jour de la ratification jusqu'au jour de l'éventuelle dénonciation, s'il y a eu dénonciation évidemment. Donc l'application dans le temps, c'est cela, et l'application dans l'espace, c'est le territoire de l'État souverain. Donc la France ratifie, ça s'applique en France, sauf, il y a toujours un sauf en droit, vous noterez, hein, toujours un sauf qui traîne quelque part, sauf si l'État a émis une réserve pour exclure certains territoires, notamment la France aime bien exclure un certain nombre de territoires ultramarins, par exemple. Donc, dans ce cas-là, effectivement, on va exclure un certain nombre de territoires ultramarins. Mais le principe, c'est que l'État souverain ayant ratifié, ça s'applique sur le territoire de l'État souverain. Et alors, j'ai une question aussi qui revient, mais c'est vrai que c'est la question qui taraude un peu les praticiens entre la valeur finalement des décisions ou des constatations rendues par les comités et puis l'effet direct qu'on donne aux conventions, qui est un peu finalement difficile à comprendre quelquefois. Je pense par exemple à la Convention sur les droits de l'enfant. Vous savez qu'il y a certains articles qui ont été considérés comme des faits directs, d'autres pas. Et c'est vrai que pour les praticiens,
des fois, on a un peu un sentiment d'arbitraire sur ces notions d'effet direct selon certains articles ou d'autres. Donc, il y avait deux questions, hein, l'une là-dessus et l'autre sur la réelle force juridique de ces constatations rendues par les comités, parce que ce qui nous intéresse, nous, in fine, les praticiens, c'est un peu que ce soit contraignant et qu'ensuite, ça débouche finalement sur des condamnations, voire des décisions rendues auprès du justiciable, quand même. François, je te laisse peut-être répondre sur l'effet direct, parce que je crois que c'est toi qui avais traité cette partie-là. Non, c'était moi, je sais plus. Oui, non, Sinon, je peux le faire. Hein. je crois que, enfin, je crois qu'on a indirectement répondu. Si vous voulez si vous voulez une décision obligatoire et exécutoire, il faut aller devant au régional. À partir du moment où vous faites le choix comité, vous faites un choix dont vous savez qu'il vous conduira à des recommandations qui n'ont pas la même portée, qui ne sont pas obligatoires et face auxquelles l'État adoptera, l'État sanctionné, hein, l'État adoptera une position qui peut être une position de rejet, a fortiori s'il y a une contradiction entre les systèmes. Ça, c'est Ça, c'est sur les décisions, effectivement. Sur l'effet direct, oui. En 2 mots, ça peut effectivement évoluer en fonction des conventions. Il y a l'exemple de la convention sur les droits de l'enfant. Il y a une convention que je prends toujours avec mes étudiants en exemple, c'est la Charte sociale européenne, qui est absolument fascinante parce qu'on a même ici des divergences, notamment l'article sur le licenciement. On a une analyse de la Cour de cassation qui n'est pas la même en termes d'effet direct que celle du Conseil d'État. Donc, c'est simple à gérer. J'aurais tendance à dire que la solution, cela étant, elle est plus simple désormais depuis la jurisprudence FAPIL, Gisti et FAPIL de 2012 du Conseil d'État, où le Conseil d'État nous dit voilà les 4 critères. Et je crois qu'il appartient pour le coup vraiment à l'avocat de s'appuyer sur cette jurisprudence. Du point de vue du droit international, la solution, elle est très simple. C'est un avis consultatif sur les tribunaux de Danzig dans les années 27 ou 28. On sait que le principe, c'est pas d'effet direct. Par exception, une convention peut avoir un effet direct, mais en principe, elle en a pas. Donc, aujourd'hui, dans le droit français, dans le droit interne français, on a un instrument avec 4 critères qui ont été dégagés par le Conseil d'État en 2012. Ben, j'aurais tendance à dire qu'il faut arguer de ces 4 critères. Il ne faut pas hésiter, à mon avis, à plaider un certain nombre de droits et d'articles de convention qui ont pu être laissés sur le bas-côté, alors que, très sincèrement, il n'y a pas beaucoup de raisons. Il y a des articles pour lesquels on sait qu'ils sont purement programmatoires, mais il y a des articles pour lesquels, effectivement, je suis entièrement d'accord, on s'interroge sur le point de savoir pourquoi ils ne sont pas d'effet direct. Et là, vraiment, il faut revenir sur la jurisprudence et FAPIL. Et dès que les 4 critères sont remplis, il va falloir effectivement les appliquer. Quelle était la volonté des États? Quelle est l'économie générale de la Convention? Quel est l'objet de la Convention? Est-ce que c'est une obligation de l'État ou est-ce que c'est un droit de l'individu? Et est-ce qu'il y a besoin de mesures complémentaires? Donc ça, c'est les 4 critères posés par la jurisprudence FAPIL. Et à mon avis, il faut vraiment pas hésiter à l'utiliser et à la plaider très régulièrement, aussi régulièrement que possible. Merci Catherine Amélie. Alors je vois qu'en même temps ils sont top à côté parce que Josquin, Jonas dans le chat, ils alimentent dès que vous citez une jurisprudence, une décision, vous la trouvez dans le chat. Il y avait une dernière question, mais je finis très vite parce que il est 19h30. C'était à propos de la convention, enfin le traité sur les travailleurs migrants que vous avez cité, Catherine Amélie. On nous demandait pourquoi la France n'avait pas ratifié le traité. Moi, j'ai mis dans le chat la réponse que j'ai trouvé du ministère des Affaires étrangères. C'est une question qui a été posée manifestement au Sénat par Jean-Pierre Sueur sur la non-ratification par la France de ce traité sur les travailleurs migrants. Alors, la réponse, à mon avis, de la France n'est pas satisfaisante, mais j'ai mis en tout cas celle qui avait été apportée par le gouvernement. Je ne sais pas si Catherine Amélie, en 2 mots, la France dit il y a un distinguo entre travailleurs étrangers, enfin travailleurs en situation irrégulière et travailleurs en situation régulière. Et nous, évidemment, on ne veut pas, je pense, protéger les travailleurs en situation irrégulière, et donc on n'a pas cette convention. Peut-être qu'il y a une autre explication, Catherine Amélie. Alors, c'est intéressant parce que, en fait, ça, c'est l'explication qui jusqu'à présent était off
que l'on ne voyait pas forcément dans les réponses officielles. Donc, parce que effectivement, c'est sans doute la raison. C'est ce qui explique aussi qu'on a eu autant de crispation vis-à-vis du Comité européen des droits sociaux. C'est cette assimilation sur certains angles des migrants réguliers avec les migrants irréguliers. C'est ce qui caractérise effectivement la Convention sur les travailleurs migrants et ce qui heurte pas seulement la France, hein, mais la plupart des États occidentaux. Traditionnellement, en fait, la réponse de la France consistait à dire que le droit social européen étant beaucoup plus protecteur, il n'était pas utile d'aller saisir, d'aller ratifier une convention universelle qui était partie sur le plus petit dénominateur commun puisqu'elle avait une vocation universelle. Jusqu'à présent, c'était la réponse traditionnelle qu'on voyait. Mais c'est intéressant, parce que je l'ai pas vu la réponse parlementaire, mais c'est intéressant, je vais aller regarder ça parce que ça traduit quand même une certaine réelle politique qui arrive là pour le coup, parce que une politique décomplexée, c'est pas forcément pour nous rassurer. Bon, ça je ferme la parenthèse. En tout cas, merci beaucoup. Il est 19h32, on a tenu les délais et évidemment en plus on se retrouve jeudi, c'est donc le 18, donc c'est jeudi prochain. 18h, 19h30, et donc c'est en plus une suite cohérente puisqu'il y avait un certain nombre de questions qui ont été posées sur les systèmes régionaux, et là aussi on va discuter de l'articulation de ces systèmes régionaux, les mécanismes et aussi les choix stratégiques. Et on voit bien que l'un ne va pas sans l'autre. Et donc les questions que vous avez posées sur les systèmes régionaux, je vous oublie pas, on les a pris en compte et on les reposera, c'est promis, et ça vous oblige à venir au webinaire du 18. Sinon, je voulais dire que les webinaires, celui-là est enregistré et qu'ensuite, on le diffusera pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire sur le site du CNB. Il y aura un lien sur l'Institut international des droits de l'homme. Voilà. Merci beaucoup. Merci à nos intervenants qui ont fait ça avec beaucoup de clarté, en tout cas pour moi, et voilà, d'inventivité. Voilà. Merci beaucoup à tous et à jeudi prochain. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. On fait pour sortir.